L'ancien collège Fernel, cette grande bâtisse de verre connue dans tout le Clermontois par les plus jeunes comme les plus anciens. Bien des années après sa fermeture en 2003, il suscite encore beaucoup d'engouement. La question que tout le monde se pose est: que va devenir ce bâtiment? Avant de répondre à cette question, remontons le temps pour comprendre son histoire. Clermont est une petite ville située à 1 heure au nord de Paris. Commune comptant un peu moins de 6000 habitants au début du XXe siècle, Clermont dispose d'un petit quartier industriel groupé autour de la gare et de 2 grands établissements d'enfermement. Un asile psychiatrique, le plus important au niveau national, et une maison centrale de détention pour femmes. Cette prison a notamment accueilli la célèbre Louise Michel, anarchiste qui s'est fait connaître lors des événements de la Commune de Paris. L'usine Gervais, qui était une grosse fabrique, avait juste à côté une propriété. Et au décès du propriétaire, la famille, les héritiers ont souhaité vendre ce qu'on appelait un peu pompeusement le château de la Bellasisque. Et la municipalité de l'époque a vu justement dans l'achat de cette propriété et du parc qui était étendu, la possibilité de créer ce nouveau collège. Après un appel à candidature pour trouver un architecte chargé du chantier, c'est Lucien Daboval qui sera sélectionné. Connu pour être l'auteur de bâtiments remarquables dans l'ancienne région Picardie et en Bretagne, il va s'inspirer d'un style à la mode dans toute l'Europe depuis près de 10 ans, le Bauhaus. Daboval, lui, quand il est recruté par la ville de Clermont, donc sur concours, il a été inspiré par les travaux qu'il a suivis sur l'exposition internationale de Paris en 1937. Donc il était chargé de coordonner les constructions des pavillons étrangers lors de cette exposition. Il avait été choisi par le gouvernement, parmi d'autres. Il s'était intéressé à la construction du pavillon belge, situé au pied de la Tour Eiffel, face à la Seine, et face aussi, parce qu'on était en 1937, face au pavillon nazi, qui était, lui, quelque chose de très élevé, sur lequel régnait un aigle, l'aigle du Troisième Reich. Le futur collège est un bâtiment à l'architecture moderne, avant-gardiste, à l'extrême opposé du collège vétuste situé dans le centre de Clermont. La construction débute en 1938, après une pose de la première pierre faite par Édouard Herriot, président de la Chambre des députés et maire de Lyon. La modernité de ce lieu fait des envieux. Le médecin-colonel Jeannin de Beauvais envisage de réquisitionner le tout nouveau collège en le transformant en hôpital militaire. Le collège est inauguré un peu précipitamment le 27 avril 1940, sur pression des autorités municipales qui voulaient absolument éviter que le collège soit réquisitionné par l'armée. Dès l'arrivée des troupes allemandes dans la commune de Clermont, le bâtiment est automatiquement réquisitionné. Le principal avait quand même réussi à négocier en disant écoutez, vous pourriez me donner cette salle là au rez-de-chaussée, donnez-moi cette salle, vous pouvez vous pousser un petit peu. Alors les Allemands étaient d'accord, on va vous donner une salle. Et après ça, il a renégocié pour une deuxième salle et il a réussi à récupérer tout un niveau, le niveau du rez-de-chaussée, où l'enseignement a pu finalement se continuer.
bombardement d'août 1944 qui a touché le quartier, où était visé d'ailleurs le dépôt situé dans l'usine Gervais. Donc c'était un bombardement allié de la Royal Air Force qui a touché les quartiers depuis la gare jusqu'au quartier de Failly, qui était à l'époque sur la commune d'Agnetz, et où on a relevé 46 morts dans la population civile, et puis à peu près autant dans les soldats allemands. On verra les impacts de ces bombardements longtemps, même après la reconstruction. Il y a une partie une aile qui était l'aile de l'internat qui a été fortement endommagée, et c'est celle dont on retrouve le moins d'architecture d'origine. C'est une série de plans films 13-18, extrêmement bien définis, donc c'est fait à la chambre 13-18, donc c'est une très bonne définition. C'est des plaques verres, il y en a qui sont un petit peu abîmées. Il y a simplement 9 photos, avec des photos de certaines salles, dont la salle arrondie. Les étudiants sont extrêmement bien habillés, endimanchés, donc les photos sont superbes. On a les différentes disciplines enseignées, c'est-à-dire qu'on a un atelier plutôt techno, on a la salle de sciences, une salle de travaux manuels où on voit qu'ils font des petites maquettes en papier ou en bois. Et puis on a des lieux emblématiques comme la salle d'internat avec les lavabos qui sont une forme de modernité pour 56. Et puis on a aussi la salle des cuisines avec un cuisinier qui prépare une espèce de grosse marmite sur un poêle énorme. On veut montrer la modernité de l'établissement, donc sur des points très spécifiques. Alors, je ne sais pas s'il y avait plus d'images, en tout cas, les seules qui restent, c'est une dizaine de photos. Et puis, il y a aussi l'entrée, avec une 4 chevaux à côté de cette entrée où il y a marqué lycée Cassini. Je suis entré dans cet établissement pour la première fois le 1er octobre 1958, lorsque je suis arrivé en classe de 6e. Là, après, c'est devenu la salle des profs, mais ici, c'était la loge. Ce qui fait que tout le monde rentrait là, et il y avait le gardien qui regardait ce qui se passait. Il y avait un professeur d'histoire-géographie. C'était monsieur Minet, et qui nous avait sorti une anecdote en nous disant avec un moteur DS, je peux vous faire un moulin à café, par contre, l'inverse, ça ne marche pas. Voilà, ouais, lui était marquant quoi, comme prof. Puis il y avait aussi un professeur de maths et que j'ai la chance de toujours côtoyer parce qu'il habite Clermont et je l'ai prof de maths en 6e, et c'était monsieur Portalier. Quand j'étais élève, là-bas au fond, c'était une classe primaire, CM2. Après, quand je suis venu dans les années 70, ça a été transformé, c'était la salle des profs. Et c'était très agréable. Et après, à nouveau, c'est devenu la bibliothèque et le CDI, jusqu'à la fin. Ce qui était un peu surprenant pour nous, gamins, c'était il restait quelques stigmates de la guerre. Il y avait beaucoup de trous dans les murs causés par les éclats d'obus. Et dans le réfectoire, je me souviens, on voyait les traces des balles qui correspondaient au combat qui s'était déroulé au moment du bombardement. Alors ici, il y avait le réfectoire. Alors naturellement, il a été démonté depuis, puisque quand ils ont construit le nouveau lycée, ils en ont profité pour construire un nouveau réfectoire. Et ce qui se disait, c'est que comme ça avait été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des éclats sur le mur. Et donc, il se disait, mais est-ce vrai qu'effectivement, c'était des traces du bombardement qui avait eu lieu, effectivement, juste en août 1944. À la fin des années 1960, le nombre des élèves augmente et le collège, devenu lycée, est devenu trop petit.
En 1972, après quelques années de chantier, le tout nouveau lycée Cassini ouvre ses portes. Pendant ce temps, l'aile de l'internat du collège est transformée, notamment par des caissons en briques accrochés à la façade extérieure. Le collège perd également son nom de Cassini au profit de celui de Jean Fernel, en hommage à ce célèbre mathématicien, astronome et médecin picard. Ah, là aussi, la dernière étage, c'était les salles de maths. Je me souviens parce que j'avais horreur des maths. Et ça, c'était les salles de MT. On appelait ça EMT, éducation manuelle et technique, quelque chose comme ça. Et nos cours étaient là. Et là, il y avait le bureau de Monsieur Auvert, etc., où il y avait tout ce qui était administratif, c'était ici. Ça, c'est les salles de latin. Il y a une salle de latin là-bas. Ah non, je sais pas ce que c'est, non. C'est pas une souci, c'était là qu'on avait latin. Le souvenir que j'ai des enseignants, c'est ces fortes personnalités. La première prof, c'est une prof de latin, français-latin, qui s'appelait Madame Estève. Alors, Madame Estève, c'est quelqu'un d'assez particulier, qui arrivait en cours avec sa clope, sa gauloise, sur le bord de la bouche, et qui s'asseyait comme ça sur le bord du bureau, avec sa clope, et puis qui disait, bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à étudier machin. Bon, alors tout le monde était là, on commençait à prendre les grands classiques de la littérature, et ces grands classiques, eh bien, au bout de 10 minutes, on a arrêté de parler des grands classiques et on parlait de la vie. C'est-à-dire qu'on recontextualisait ces grands classiques dans la vie concrète aujourd'hui. Ah, c'était celle-ci, je crois bien. C'était la salle 216. Je ne sais pas pourquoi je me souviens du chiffre. Salle 216, Madame Rousier. Bon. Des moments, là aussi, parfois de grande solitude face au tableau. Je me souviens que comme j'étais pas très grand, elle m'avait mis juste face à elle, face à son bureau. Je devais être à peu près ici. Madame Rousier, je l'ai eu en 6e, donc en 1979. Je ne sais pas si d'autres se souviennent des cours d'histoire de M. Chevrier, mais il vivait l'histoire qu'il racontait et il a peut-être certainement contribué à me donner le goût de l'histoire et du récit historique. Quand j'étais venu la dernière fois, il y avait une fresque ici, et je pense qu'elle y est toujours. Ouais. Alors cette fresque-là, elle est très rigolote, c'est Abdès Chouillac. La prof de dessin, c'était celle qui était au 2e étage, Madame Jules, elle s'appelait. Et puis ça, c'est quelque chose de très très ancien, ça. Elle nous a fait aborder le monde du dessin comme le monde des arts plastiques, comme toutes ces variantes, tout ce qu'est l'art contemporain, c'est-à-dire le découpage, l'analyse, des projections, la découverte du monde de l'art, la découverte des artistes. C'est vraiment, c'est exactement l'esthétique de quand on était élève. Moi, je me rappelle très bien avec la prof, on avait des tas de journaux, puis on découpait, on collait. C'était une manière de pratiquer les arts plastiques sans être très doué pour le dessin, ce qui était mon cas d'ailleurs. Et ici, je me rappelle du nom de ma prof de chimie, Madame Gérard. Ça me revient. En voyant les... C'était Madame Gérard. Madame Dagouri en anglais. Monsieur Morinvilliers en anglais aussi. Après, en 6e, j'avais eu Madame Boulet, qui était une prof de français. Madame Puy-Aubert en dessin. Ça, vraiment, elle restera marquée. Et puis aussi en sport, bizarrement. Pourtant, j'aimais pas du tout le sport. Et c'était Monsieur Borde et Monsieur Bontemps. Ici, dans cette salle, c'était ma salle de physique-chimie. Il y avait un squelette, ici, et on l'appelait Oscar. Il était là. On a fait de la science. Je me souviens de M. Candelier. C'était des profs, je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. C'est ça qui est formidable. C'est que, d'une part, je ne comprenais pas ce qu'ils racontaient. Je les trouvais exubérants, extravagants et complètement différents des autres.
C'est après que j'ai compris que c'était eux qui avaient raison. Et ce sont des modèles pour moi aujourd'hui dans les manières en tout cas dans ma manière d'enseigner ou dans ma manière d'envisager le monde tel qu'il est. Et je leur dois beaucoup. L'anecdote que j'ai dans cet établissement, c'est quand je suis revenu pour faire un atelier en tant que photographe avec Madame Jude, qui ne s'appelait plus Madame Jude, qui s'appelait Madame Puy-Aubert, puisqu'elle avait divorcé de son mari. Et je me souviens très bien, c'était en 1988, je crois, tout jeune étudiant sorti de l'école de photo, je reviens ici et puis je la retrouve, je lui explique ce que j'ai fait. Bon, donc ici, c'est la plus belle salle. Hein. C'est la salle dont, à mon avis, tous les anciens élèves vont parler parce que cette salle, elle était magique. Elle reste encore magique. Madame Puy-Aubert décède, je crois, en août ou septembre de cette même année, d'une attaque cardiaque. Elle décède, voilà, tu vois. Et je reçois un appel. Alors à l'époque, je tiens à dire qu'il n'y a pas de mail, il n'y a pas de SMS. Donc on m'appelle sur un téléphone fixe, je ne sais pas trop où. Et c'est le rectorat qui m'appelle en me disant, voilà, vous avez fait un atelier photo cette année, disons que voilà, avec Madame Puy-Aubert. On n'a personne pour la remplacer. Est-ce que vous voulez remplacer Madame Puy-Aubert? Je lui dis, mais moi je ne suis pas prof d'art plastique. Je lui dis, mais je suis photographe, je ne peux pas remplacer un prof d'art plastique. Il me dit, mais si, il faut que vous remplaciez Madame Puy-Aubert. En 1990, un groupe d'élèves de Clermont, notamment du lycée Cassini, enregistre un album 33 tours de rock avec Curtis Mayor, Afterdam, Arcade, Shaft et Lucy Christ pour un total de 10 titres, le tout produit par la ville de Clermont. Peu à peu, Fernel devient un bâtiment vétuste et mal isolé. À partir des années 1980, avec la massification de l'enseignement secondaire, le collège voit une nouvelle fois son nombre d'élèves se multiplier. Oui, il y avait les grandes tables là pour la chimie. Le collège a été terriblement surchargé. On a eu jusqu'à 1100 élèves. Enfin, c'était vraiment très difficile de coordonner toute la vie de l'établissement. Avec le fait que j'étais seule professionnelle CPE dans l'établissement, avec 4 surveillants, on les appelait surveillants à l'époque. Et donc, quand j'en avais un d'absent, c'était la cata, quoi. Parce qu'il fallait gérer les gosses en permanence, parce qu'il y avait des profs absents, il fallait gérer les grilles, il fallait gérer la cantine. La cantine, on les conduisait par petits groupes vers la cantine de Cassini. Eh ben, c'était là, ma salle. J'ai encore mes images, non? Quelques images, ouais. J'ai le souvenir, lorsque j'étais prof dans les préfabriqués, j'avais un élève, qui était en 3e, je crois, qui avait un corbeau apprivoisé. Et il se baladait avec son corbeau sur l'épaule. Et lorsqu'il entrait en classe, donc là-bas, dans les préfats, le corbeau se mettait sur le rebord de la fenêtre. Alors, la classe se déroulait, le corbeau était là, il attendait, et quand le cours était terminé, quand l'élève sortait, le corbeau, paf, il revenait sur l'épaule de de cet élève, quoi, c'était très, très original. Vous avez vu moins d'étages, hein. Je vais revenir sur ma prof d'art plastique, hein, mais forcément, il y a des affinités particulières avec cette prof que je n'ai jamais recroisée, que je n'ai jamais revue après ma scolarité. Ah ouais. C'était déjà là, ces dessins-là. Oui.
Mais après, il y a aussi des profs qui ont marqué parce qu'ils nous forgent. Je pense à mes profs de sport, notamment. Ma prof d'anglais, Madame Évrard, Madame Strub, ma prof d'histoire géo, qui était ma première prof d'histoire géo quand je suis arrivée ici en 6e H, je me souviens. Et aujourd'hui, je sais qu'elle enseigne encore dans le nouveau collège Fernel. Donc voilà, c'est des profs qui ont marqué. La salle de Monsieur Cormy, qui est maintenant conseiller municipal à Avrechy, d'ailleurs. Qui est devenu un ami, alors que c'était mon prof. Eh oui. C'est dingue. Monsieur Cormy, enseignant de musique, a pu organiser en fin d'année, en juin 97, avec une de ses amies qui était chanteuse lyrique. Et donc, il a écrit une comédie musicale et cette chanteuse, Alexandra, a pu chanter les thèmes avec les enfants, parce qu'il y avait eu beaucoup de répétitions tout au long de l'année. Et puis, donc, à la fin de l'année, on avait créé tout un décor. Donc, Monsieur Cormy était bien sûr à la direction de ses instruments et chef de chœur. Et puis, moi, j'avais géré toute la partie logistique. Et puis, on avait créé un bel événement. Ça, c'est un beau souvenir. Et ce qui était aussi sympa dans cet établissement, c'est qu'il y avait une équipe d'enseignants qui faisait vraiment vivre l'association. Donc il y avait des petits apéros, des petites sorties, c'était vraiment vivant, c'était vraiment un lieu vivant. Et puis une collaboration d'enseignants très sympa, qui disparaît maintenant. Hein. Les ambiances enseignantes sont moins ce qu'elles étaient à l'époque, mais c'était vraiment très, très agréable. À la fin de l'année scolaire 2002-2003, le collège ferme définitivement ses portes en gardant ses souvenirs et ses secrets. La communauté de communes du Clermontois, propriétaire du bâtiment, a pour objectif d'en faire un pôle culturel regroupant une médiathèque ainsi que tous les arts que peut proposer la communauté. Ce lieu se voulant comme un lieu d'échange pour tous, en toute sécurité. C'est vrai que ça fait drôle de le voir dans cet état-là maintenant. C'est quand même, malgré tout, depuis le temps qu'il est vide, moi je trouve que c'est quand même bien conservé. Hein. C'était mon collège, quoi. C'est sûr que si on me disait il va être détruit ou ça me ferait quelque chose, quoi. Il y a toute une génération de Clermontois qui sont allés au collège ici. Mon Dieu, quelle misère. Il y a toujours un peu d'émotion, bien évidemment. Alors c'est marrant, hein, vous avez vu quand on a fait la visite, on retrouve des habitudes, on retrouve des noms de professeurs qu'on avait parfois oubliés, on retrouve aussi les emplacements où on a pu être assis durant notre scolarité. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions. Après, c'est vrai que c'est pas la première fois que je reviens ici depuis qu'il est désaffecté, mais il y a toujours ce sentiment de se dire ah bah voilà, c'est les souvenirs d'enfance qui reviennent, donc c'est un moment particulier. Dans les taxis, c'est horrible. Faire perdurer l'histoire de ce collège, de ces établissements qui est incontournable dans le Clermontois. Aujourd'hui, on a énormément d'habitants du Clermontois qui sont passés par cet établissement. Et donc, ça fait partie du paysage du Clermontois. Donc, de savoir qu'il a une seconde vie, même une troisième vie, c'est pour moi génial. Et puis, d'autant plus dans le domaine culturel, c'est pour moi tout bénef. Et j'espère qu'en plus, ça permettra de donner une offre, en tout cas aux habitants, qu'ils n'ont pas actuellement. Et puis, je suis certain que beaucoup sont pressés de réinvestir les lieux. On a donc acté d'en faire un pôle, mais qui ne sera pas simplement médiathèque, mais avec une fonction. On va rapatrier le CAL, on va rapatrier peut-être l'école de musique, et puis ça servirait aussi de résidence peut-être pour des artistes. On pourrait aménager des logements et avoir des artistes en résidence, parce que maintenant, de plus en plus, on a des artistes en résidence qui viennent pendant 2-3 mois et qui répondent à un projet artistique. Ça manque tellement, clairement, il n'y en a pas. Il n'y a pas un lieu comme ça. Il y a Pommery, mais ça n'a rien à voir, Pommery. Donc, puis là, c'est quand même un bel... Bon, il faut nettoyer un peu, mais c'est un bel endroit, quoi. C'est un bel endroit, il y a vraiment de quoi faire. C'est un super projet.
C'est un super projet. Je suis contente que ça devienne ça, quoi. Et que les murs continuent leur vie. Si tout se déroule dans les temps, on devrait assister au début des travaux pour 2023 avec une potentielle ouverture en 2025.